Une trêve de 2 semaines a été instaurée au Moyen-Orient, après un accord entre les États-Unis et l'Iran. Mais la guerre continue. Il est très probable que la guerre reprenne, et il est fort possible que cette période serve à se préparer pour le prochain conflit. Aujourd'hui, nous allons examiner cela de plus près. Regardons tout de suite. La trêve a été annoncée environ 1h30 avant la fin de l'ultimatum de Trump. Face à une possible escalade, une pause de 2 semaines a été décidée. Les deux parties ont accepté que les États-Unis arrêtent leurs attaques contre l'Iran pendant 2 semaines, à condition que l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz. Trump a annoncé sur Truth Social qu'il suspendrait les attaques contre l'Iran pendant 2 semaines, si l'Iran ouvrait immédiatement, complètement et en toute sécurité le détroit d'Ormuz. Le président Trump a également souligné qu'il s'agissait d'un cessez-le-feu applicable aux deux parties. Pendant ce temps, le président Trump avait poursuivi la guerre en lançant à plusieurs reprises des ultimatums. Le président Trump aurait pris cette décision après une demande du premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et du chef de l'armée Azim Munir lors de discussions pour suspendre l'usage destructeur de la force. L'Iran a aussi ordonné à ses forces armées de cesser les hostilités, permettant de maintenir le cessez-le-feu temporairement. Le président Trump a annoncé avoir reçu une proposition iranienne en 10 points, qu'il juge une base possible pour des négociations. Je vais vous détailler ces 10 points. 1. Fin complète des conflits régionaux. 2. Fin définitive de la guerre, pas juste une pause. 3. Fin des attaques israéliennes contre le Hezbollah au Liban. 4. Suppression totale des sanctions contre l'Iran au niveau international. 5. Système assurant la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz. 6. Fin du blocus du détroit d'Ormuz et réouverture maritime. 7. Instauration de frais de passage par navire. 8. Partage des revenus avec Oman 9. Utilisation de ces fonds pour la reconstruction post-guerre. 10. Reconnaissance du droit à l'enrichissement d'uranium selon le TNP. L'Iran affirme que les États-Unis ont accepté, mais ces derniers démentent. Plus d'informations sont attendues. Cependant, après l'annonce du cessez-le-feu, toutes sortes de rumeurs ont commencé à circuler. Les propositions de cessez-le-feu avancées par les États-Unis et l'Iran étaient différentes. C'est parce qu'il y avait de nombreux éléments difficiles à croire pour affirmer que les États-Unis et l'Iran étaient tous deux parvenus à un accord sur la proposition de cessez-le-feu. Pour les États-Unis, cela équivalait à reconnaître le droit de l'Iran à enrichir l'uranium, ce qui est absurde. Apparemment, aucune proposition de cessez-le-feu unifiée n'a été faite. De plus, selon un reportage de l'agence Associated Press, il a également été rapporté que la proposition de cessez-le-feu d'Oman et celle du Golfe Persique étaient différentes l'une de l'autre. Dans la proposition de cessez-le-feu d'Oman, il n'y avait aucune mention de la reconnaissance du droit à l'enrichissement, mais dans celle du Golfe Persique, il était indiqué que ce droit serait reconnu. Cela a donc suscité des soupçons, selon lesquels quelqu'un aurait manipulé les termes du cessez-le-feu au passage. Actuellement, les deux parties, ayant subi de lourdes pertes, prévoit de véritables négociations le 10 à Islamabad pour régler les conditions. La plupart des analyses voient ce cessez-le-feu comme une préparation à la prochaine guerre. La raison en est la suivante. À cause de cette guerre, ni les États-Unis ni l'Iran n'ont vraiment obtenu quoi que ce soit. Du côté de l'Iran, on cherche à obtenir davantage de réparations, tandis que du côté des États-Unis, il y a si peu de changements par rapport à avant qu'on se demande même pourquoi cette guerre a eu lieu. Ils espéraient un changement de régime, mais les radicaux ont pris le pouvoir. Pourtant, cela ne veut pas dire que l'Iran, ce qu'il faut surtout surveiller dans la situation actuelle, ce ne sont pas tant le moment où la guerre s'est arrêtée, mais plutôt les moyens militaires qui bougent en coulisses. Actuellement, les forces américaines sont clairement redéployées directement au Moyen-Orient, et en particulier, le groupe aéronaval du porte-avions George Herbert Walker Bush arrivera près du Moyen-Orient à la fin avril et sera prêt à lancer des opérations. Ce timing est extrêmement important. En effet, la fin de cette trêve de 2 semaines est prévue entre le 23 et le 24, ce qui coïncide presque exactement avec le moment où le groupe aéronaval sera prêt pour les opérations. Il est difficile de considérer cela comme une simple coïncidence. Il est fort probable qu'en ce moment, les attaques aient cessé, afin de permettre une redistribution des forces en vue d'une opération de plus grande envergure. De plus, la situation en Israël est également préoccupante. Les rapports récents estiment que les stocks de missiles de défense aérienne d'Israël sont fortement épuisés. En repoussant sans cesse les attaques de missiles et drones de l'Iran et du Hezbollah, les ressources du dôme de fer et des systèmes LO se sont vite épuisées. Dans le même temps, on estime également que les systèmes de défense aérienne américains déployés au Moyen-Orient ont subi certains dommages en raison des attaques répétées. Dans cet état, la poursuite de la guerre risquait de faire s'effondrer d'abord le réseau de défense, d'où la trêve actuelle. Pendant ces 2 semaines,
les États-Unis pourront complètement redéployer leurs forces navales et aériennes, y compris le groupe aéronaval. Israël pourra restaurer son réseau de défense aérienne, et l'Iran aura également le temps de réorganiser sa puissance de missiles et son système de commandement. Les tirs cessent en surface, mais les préparatifs du prochain affrontement continuent en coulisses. En résumé, cette trêve de 2 semaines semble plutôt permettre à chaque camp de reprendre des forces avant un affrontement majeur, plutôt que de mettre fin à la guerre. Qui est la principale victime de cette guerre ? C'est probablement l'Iran, ayant subi d'énormes pertes humaines et de graves dégâts sur ses infrastructures. Mais si l'on regarde seulement les pays tiers, l'Asie de l'Est, notamment la Corée, la Chine et le Japon, subit aussi de lourdes pertes. La Corée, la Chine et le Japon importent surtout leur pétrole brut du Moyen-Orient via le détroit d'Ormuz. En raison de cette guerre, le détroit d'Ormuz a été fermé, ce qui a provoqué une crise énergétique. Par conséquent, le prix du pétrole a fortement augmenté, et les prix à la consommation ont également grimpé. Certaines industries ont commencé à manquer de pétrole brut, au point que l'on craignait que les usines ne s'arrêtent bientôt. Un cessez-le-feu a été instauré, et le détroit d'Ormuz sera ouvert 2 semaines, nous offrant un répit. Cependant, la situation reste incertaine, car une guerre peut éclater à tout moment. Les pays d'Asie de l'Est doivent vite trouver d'autres itinéraires, mais la carte des droits de passage brandie par l'Iran est plus déterminante. Lors des négociations, il a été proposé d'imposer des droits de passage plutôt que d'ouvrir totalement le détroit d'Ormuz. Si accepté, l'impact pourrait dépasser celui de la guerre. Jusqu'à présent, le détroit d'Ormuz était considéré comme une voie navigable internationale, et la liberté de navigation était la règle, sans qu'un État en particulier n'exige ni de droit de passage. Mais l'Iran essaie de changer cette structure. Les pays d'Asie de l'Est seraient particulièrement touchés. La Corée, la Chine et le Japon dépendent en grande partie du Moyen-Orient pour leurs importations de pétrole, et la majorité de ce pétrole transite par le détroit d'Ormuz. Cela signifie qu'ils seraient directement affectés par les conditions de passage fixées par l'Iran. L'application de frais de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions de dollars par navire entraînera naturellement une hausse du prix du pétrole. Les coûts d'importation des raffineries augmentent, et ce fardeau finit par se répercuter sur l'ensemble des secteurs de l'électricité, du transport et de la fabrication. Il est également tout à fait possible que cela stimule en chaîne les prix à la consommation. Le problème ne s'arrête pas là. Une fois un précédent créé, d'autres pays avec des détroits ou points stratégiques pourraient faire de même. Par exemple, si un pays durcit les conditions de passage ou impose des frais pour ses eaux territoriales, le système logistique maritime mondial actuel pourrait être fragilisé. Ce n'est pas seulement une question énergétique, mais un enjeu de l'ordre commercial international, d'où la réflexion complexe des pays d'Asie de l'Est. Concernant la sécurité, agir directement au Moyen-Orient est difficile, et économiquement, réduire leur dépendance l'est aussi. Les options restent limitées. Il s'agit de choisir entre supporter les coûts pour maintenir le transit, ou adopter une stratégie à long terme visant à changer complètement la structure d'approvisionnement énergétique. Ce problème ne se résoudra pas rapidement, et, selon les négociations, la charge économique pour l'Asie de l'Est pourrait beaucoup changer. Il faut aussi souligner que ces 2 semaines ne sont pas un chiffre arbitraire. Si l'on considère le déroulement du temps, il s'agit d'une période très significative. Actuellement, la fin de la trêve est prévue entre le 23 et le 24 avril. Et à la même période, l'un des principaux atouts des forces américaines, le groupe aéronaval du porte-avions George Herbert Walker Bush, arrivera dans les eaux proches du Moyen-Orient et sera prêt à mener des opérations. Cela signifie que ces 2 semaines ne servent pas seulement à la négociation, mais qu'elles représentent aussi, d'un point de vue militaire, une période de préparation pour passer à l'étape suivante sans interruption. Les forces aériennes, navales et de missiles déjà déployés. Une structure se met en place pour lancer des opérations dès la fin du cessez-le-feu, sans besoin de nouveaux déploiements. Une préparation reste nécessaire pour reprendre la guerre. Mais en ce moment, cette préparation est déjà en train de s'achever. Il faut particulièrement prêter attention au moment où les négociations ont lieu. Les 2 parties prévoient de mener les négociations à Islamabad, au Pakistan. Si ces négociations ne se concluent pas de manière spectaculaire en peu de temps, la situation risque de changer rapidement. En cas de retard dans les négociations ou de conflit sur des points clés, la trêve risque de ne pas être prolongée, entraînant sa fin et la reprise immédiate des actions militaires. Les forces sont déjà arrivées sur le terrain, et les plans d'opération sont prêts. Il n'y a donc aucune raison de retarder. Il est même probable que des frappes encore plus puissantes soient lancées. Les attaques étaient en limité, mais elles pourraient évoluer en frappes aériennes massives, visant simultanément des cibles plus importantes que les infrastructures, bases militaires et installations clés. Si l'on résume cette tendance, les 2 semaines actuelles ne sont pas un temps pour la paix, mais plutôt un temps de choix. Si les négociations aboutissent, cela peut conduire à une détente, mais en cas d'échec, on passe immédiatement à l'étape suivante. C'est pourquoi cette période n'est pas une pause dans la guerre,
mais ressemble davantage à un compte à rebours déterminant le moment du début de la prochaine guerre.